Très heureuse de vous présenter le journal des 19h. À présent, le titre. Le mois de solidarité au Mali est une période de l'année dont le sourire ne manque généralement pas sur les visages des couches défavorables. Alors, qu'en est-il avec ce mois d'octobre dans les sites des déplacés à Faladje? Vous aurez des détails au cours de cette édition. Une fois de plus, bonsoir. Comme je vous le disais tantôt dans le titre, le mois de solidarité est un mois de solidarité au Mali où les bonnes volontés volent au secours des couches démunies et vulnérables. Alors, que vaut ce mois de solidarité dans le site des déplacés à Faladje-Garbala qui abrite plusieurs personnes déplacées de la crise, dont les femmes et les enfants? Et le mois de réponse avec Mamadou F. Diarra et Lassana Traoré. Tentes plantées sous le soleil et en plein air, c'est là les abris des déplacés à Faladje en attente d'un bonheur incertain. Hommes, femmes et enfants, tous éprouvent le besoin d'avoir de quoi mettre dans le ventre. Ce mois de solidarité qui, en réalité, est un moment de soulagement pour les déplacés, se fait toujours attendre à Faladje. On reçoit les aides de temps en temps, mais jusqu'à présent, on a besoin d'aide. Il faut également faciliter notre insertion professionnelle. C'est un cri de cœur. Nous demandons au gouvernement, aux ONG et les personnes de bonne volonté de nous venir en aide afin de nous soulager. Barate, angena amboranga yorola anane. Vraiment amasegeme alibi amago bidemel. Tiens la deme koni kata anane kanabila anane koni deme ba kumeka. Mais kabini salo sungalo temena sungalo era kabino sara deme foi masi amayano ame degumbari kono yano ka sabu ke debe. Tout le temps, les gens nous démarchent, surtout les journalistes qui nous prennent en vidéo, pour finalement partager avec le monde afin qu'on sache dans quelles conditions nous vivons. Malgré tout, les aides sont très justes. Nous demandons au gouvernement de jouer son rôle pour qu'on puisse retourner chez nous. Pendant l'hivernage, c'est très dur pour nous. Vous-même, vous pouvez observer. Nous sommes dans les tentes et non les toits. D'après certains déplacés, il n'y a pas que le besoin des nécessiteux qui est souvent satisfait par les ONG. Il faut aussi une insertion socio-professionnelle. Bon, on a reçu beaucoup de dons quand même de la part des ONG et des bonnes personnes. Mais par rapport à l'État, on n'a rien reçu pour le moment. Bon, ce qu'on a à dire à l'État, c'est de ménager les moyens pour que les déplacés puissent retourner dans leur lieu d'habitation. Et si possible, amener de l'aide, que les déplacés sentent comme des Maliens, pour qu'ils puissent se nourrir, se vêtir et se soigner. Actuellement, les déplacés sont dans les différents sites, ils sont sans aucune aide. Si ce n'est de la part des ONG et des bonnes personnes. Suite à des conditions difficiles de vivre et d'adaptation à la vie urbaine, d'autres interpellent le gouvernement de créer les possibilités de leur retour dans les différentes localités. Cela fait longtemps qu'on ne reçoit plus d'aide de qui que ce soit. Finalement, nous voulons que nous nous prenions en charge nous-mêmes en demandant aux autorités de nous trouver du travail. Car rien ne vaut l'indépendance financière. Aussi, à ne pas oublier les conditions devant aboutir à notre retour. On est à quelques jours de mi-octobre, mois de solidarité. Les généreuses personnes peuvent toujours secourir ces déplacés en besoin pour preuve de leur solidarité aux couches démunies. L'insécurité grandissante au pays. Il y a quelques mois, les attaques terroristes étaient parfois simultanées à travers le territoire malien. Mais depuis peu de temps, elles sont moins en moins réduites.
En effet, on constate une accalmie sécuritaire à travers le pays, du nord au centre. Quelle explication peut-on donner à cette situation calmant des attaques au Mali? Nous vous proposons d'écouter Mohamed Khalil, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel, au micro de Khadija Maïga et Pascal Drami. Alors, une très belle réflexion par rapport à la situation actuelle sécuritaire de notre pays. Vous savez, depuis l'accession, on peut le dire, ou depuis l'arrivée de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, son excellence et son équipe, on a assisté à un moment donné à une montée en puissance, on le dit, c'est-à-dire des attaques terroristes partout sur toute l'étendue du territoire, que ce soit un peu souvent dans le centre, au nord et au sud. Mais aujourd'hui, dans ces 3 dernières semaines ou un mois à peu près, on assiste à une sorte d'accalmie, d'attaques terroristes qui souvent sont des attaques, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'attaques, bien sûr qu'il y a des petites attaques de gauche à droite, mais vraiment qui peut nous pousser à dire que vraiment l'armée actuelle est parvenue, je ne dis pas maîtriser, mais à trouver une petite solution d'abord à la situation sécuritaire. Et je m'explique. Vous savez, on a toujours dit qu'il faut que l'armée malienne ait sa propre vision sécuritaire pour le Mali. Ce n'est pas uniquement le Mali seulement, c'est-à-dire le pays du Sahel. Il faut qu'on ait une vision globale pour la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et ces attaques violentes qui se sont passées au début de l'accession, d'arrivée de la junte au pouvoir, pouvaient s'expliquer par quelques éléments, par exemple, par l'instabilité qui était là déjà, avec un pouvoir qui est issu du coup d'État, et également avec comme on appelle, la dislocation du G5 Sahel, c'est-à-dire le retrait du Mali du G5 Sahel. Et tout cela a un peu favorisé les groupes terroristes à bien se positionner dans certaines zones du pays et aux alentours des frontières du Mali. Mais aujourd'hui, avec, comme on appelle, cette stratégie militaire que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire tout cela a favorisé l'armée malienne à faire une même mise et à bien contrôler les groupes terroristes extrêmement violents. La nouvelle constitution qui mettait presque toutes les autres réformes en attente est en train d'être concrétisée après avoir prolongé le délai initial de la remise de l'avant-projet de constitution d'un mois. La commission de rédaction est enfin remise ce mardi 11. Sa copie finale au président de la transition, Assimi Goïta, Valérien Dakou pour le commentaire. Les assises nationales de refondation déroulées en décembre 2021 prévoient dans ces nombres et recommandations un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles. Les plus grosses de ces réformes sont la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement, la relecture de la charte des partis politiques, la réduction du nombre d'institutions de la République dans la Constitution, la révision des compétences de la Cour constitutionnelle en matière électorale, la mise en place d'un organe unique indépendant des élections, la mise en place d'un sément et d'une Cour des comptes, l'élaboration d'un mécanisme constitutionnel de destitution du président de la République en cas de forfaiture ou de non-respect de son serment. Et la plupart de ces réformes sont dépendamment liées à l'adoption de la nouvelle constitution par voie des référendums prévus selon les calendriers validés par les autorités de la transition en mars 2023. L'avant-projet portant constitution devrait être remis au président de la transition 2 mois plus tôt après la mise en place de la commission de rédaction de la nouvelle constitution dont les membres sont nommés par décret présidentiel en juin dernier. N'ayant pas été en mesure de respecter les délais initiaux, la commission dirigée par Dr Fousseini Samake bénéficie d'une prorogation d'un mois qui, par fini, a remis la version finale de son travail au président de la transition. C'est mardi 11 octobre, je cite, « Notre espoir commun d'une démocratie renouvelée ainsi que d'un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux. » Fin de citation, a déclaré le président de la transition après avoir reçu le projet des mains du président de la commission. À présent, on vous invite à suivre l'actualité internationale qui nous amène au Burkina Faso avec le soutien de Yacouba Isaac Zida au capitaine Ibrahim Traoré. Puis en Centrafrique avec le départ de l'armée française après 62 ans de présence et aux États-Unis avec la menace de suspense d'assistance militaire de Joe Biden contre l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Commentaire Nafissatou Berti.
Au Burkina Faso, Yacouba Isaac Zida, ancien premier ministre du pays, apporte son soutien au capitaine Ibrahim Traoré et appelle à un nouveau partenariat avec la Russie. Exilé au Canada depuis 2016, il a publiquement apporté son appui au capitaine Ibrahim Traoré avant les assises nationales, devant désigner le futur chef de l'État. C'était dans une série de tweets publiés ce mardi. L'ancien premier ministre de la transition, lui-même lieutenant-colonel lorsqu'il a pris les rênes du pouvoir après la chute de Blaise Compaoré en 2014, estime que, je cite, « Le peuple burkinabé a clairement fait son choix depuis les événements du 30 septembre dernier et que ce choix s'appelle capitaine Ibrahim Traoré ». En Centrafrique, après 62 ans de présence sur le territoire centrafricain, l'armée française va quitter le pays. Les 130 derniers soldats français vont terminer leur mission de soutien aux casques bleus et aux formateurs européens de l'EUTM-RCA en Centrafrique. Le départ des troupes françaises de cet ancien bastion de la France en Afrique centrale devait intervenir dans les prochaines semaines et devait être achevé d'ici à la mi-décembre, avait précédemment confié à l'AFP l'une de ses sources civiles et militaires proches du dossier, précisant des informations dévoilées en septembre par la lettre Africa Intelligence. Aux États-Unis, Joe Biden menace de suspendre son assistance militaire à l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis pour avoir accepté de réduire considérablement la production du pétrole et gaz à plus de 2 millions de barils par jour. Selon une source diplomatique, cette initiative a été prise par des démocrates au Congrès américain qui souhaitent punir ces pays arabes pour avoir annoncé la réduction de la production du pétrole. Il accuse ces pays arabes d'être les soutiens à Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Le refus à plusieurs reprises du groupe de l'OPEP d'augmenter la production du pétrole suite aux demandes de Washington et l'Europe est un signe d'un revirement stratégique et diplomatique des pays arabes envers l'alliance de BRICS. D'après les spécialistes, la réduction de la production du pétrole va augmenter les prix sur l'or noir dans les pays européens et américains, ce qui entraînera une paralysie générale des entreprises et même l'appauvrissement des citoyens des pays européens et américains. C'est ce qui m'a fait à cette édition d'aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur la télévision Tazoudé TV, la télé autrement. À bientôt.